Dr. Uedraogo, que vai falar sobre o tema Integração Regional e Transformação de Cabo Verde. Duas palavras apenas sobre o orador. Ele é natural de Burkina Faso. É titular de um diploma da Escola de Altos Estudos Comerciais. Tem uma licenciatura da Universidade de Paris I e é bacharel em Ciências Económicas. Foi embaixador e ministro plenipotenciário na União Europeia e em vários outros países da Europa. Foi primeiro-ministro e chefe de governo de 1996 a 2000 e ministro da Economia e Finanças de 96 a 97. Foi deputado, vice-governador do Banco Central dos Estados da África do Oeste e vice-secretário executivo da CEDEAO, encarregado de questões económicas, entre outras funções. Desempenhou ainda funções de docente universitário, lecionando contabilidade analítica e planeamento de gestão por 4 anos na Universidade de Ouagadougou. Foi distinguido como grande oficial da Ordem Nacional do Burkina Faso e comendador da Ordem do Mérito do Conselho Internacional do Desporto Militar. Fala e escreve fluentemente o inglês e o francês e lê fluentemente o espanhol. Esperamos que na próxima vez que venha a Cabo Verde já fale um pouquinho de português, que é bem próximo do espanhol. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, excelências, é uma grande honra e um prazer convidar o Sr. Presidente da Comissão da CEDEAO a se dirigir à tribuna para proferir a sua comunicação. Obrigado. Je voudrais d'abord dire merci à Monsieur le modérateur pour les mots aimables qu'il a eus tout à l'heure à l'endroit de ma modeste personne. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le modérateur de la session, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement de la République de Cabo Verde, distingués invitants et participants, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, je voudrais exprimer à nouveau à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ma profonde gratitude pour l'invitation à prendre part au 2e Forum national sur la transformation de Cabo Verde qu'il a eu l'amabilité de m'adresser. Permettez-moi également, Monsieur le Premier ministre, de vous redire que c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté d'apporter ma modeste contribution à la réflexion sur les opportunités que la République de Cabo Verde peut trouver dans le programme d'intégration de la CEDEAO au profit de ses efforts de transformation. Ma présence à cette rencontre me donne l'occasion de rendre hommage à la République de Cabo Verde, encore une fois, pour les impressionnants résultats qu'il a enregistrés dans tous les domaines, en particulier dans ceux de l'économie, de l'éducation, de la santé,
du tourisme et de la gouvernance. Ces résultats, qui se sont traduits par l'amélioration du niveau de vie des Cap-Verdiens, font également que ce pays va probablement atteindre tous les objectifs du millénaire pour le développement. C'est là, pour nous tous, un motif de grande fierté. C'est le même sentiment que j'éprouve personnellement devant les réformes structurelles et institutionnelles auxquelles les gouvernements de la République de Cabo-Verde ont eu l'heureuse initiative de procéder pour relever les défis inhérents à leur situation de pays insulaire et optimiser l'exploitation de tous les atouts de ce pays. En raison de ces réformes, le pays aujourd'hui fait partie des démocraties les plus stables au monde, avec un classement plus qu'honorable, selon les méthodes les plus connues et acceptées d'évaluation du sérieux et de la crédibilité des États. Ainsi, pour ce qui est de l'indice de perception de la corruption, publié par Transparency International, Cabo Verde occupait en 2012 la deuxième place parmi les pays lusophones les moins corrompus, derrière le Portugal, et la deuxième meilleure place en Afrique. À l'aune de l'indice Ibrahim Mo de la gouvernance africaine, Cabo Verde a obtenu en 2013 un score de 76,7%, résultat bien au-dessus de la moyenne ouest-africaine qui était de 52,5%. Par ailleurs, Cabo Verde a été considéré en 2013 comme le troisième pays africain le mieux gouverné, derrière Maurice et le Botswana. Les excellents classements que je viens de donner confirment que pour Cabo Verde, la réputation d'être un pays de bonne gouvernance est bien méritée. Au reste, le prix Mo Ibrahim a été attribué en 2011 au président Pedro de Verona Rodrigues Pires en hommage de son action qui a consisté à faire de Cabo Verde un modèle africain de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme et de développement harmonieux. Mesdames et messieurs, il est attendu des pressantes assises qu'elles permettent d'identifier les meilleures opportunités qui s'offrent à Cabo Verde dans le futur proche, d'établir pour ce pays un programme de développement à moyen et long terme et de formuler des propositions novatrices et créatives visant à accélérer la mise en œuvre de son programme de transformation. L'exploitation de ces objectifs maintiendra Cabo Verde dans la voie où elle s'est déjà engagée et qui est celle indiquée par les objectifs prioritaires que la CEDEAO s'est elle-même assignés dans le cadre de sa mission d'amélioration du niveau de vie et des conditions de vie des citoyens de la communauté et qui ont pour nom consolidation de la paix, de la sécurité, de la démocratie et des droits de l'homme, de l'accélération de l'intégration économique et monétaire, la promotion de la prospérité économique à travers la sécurité alimentaire, le développement des infrastructures et l'encouragement des investissements, ainsi que la bonne prise en charge des questions environnementales et de développement humain. Il y a aussi la conduite des réformes institutionnelles requises. À ce propos, je voudrais souligner que c'est sur la base de ces priorités que la CEDEAO a élaboré des programmes dans des secteurs à la fois aussi essentiels que porteurs pour le développement de ses États membres que les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information, du transport maritime, avec la création d'une compagnie maritime appelée Sea-Link, du transport aérien et de l'énergie. Elle continuera dans cette voie. S'agissant en particulier de l'énergie, je rappellerai la forte détermination des chefs d'État et de gouvernement de promouvoir les énergies renouvelables
comme en atteste la création du centre qui y est spécialement dédié, et de faciliter l'accès à l'électricité, y compris dans les zones rurales, pour les populations périurbaines et rurales. Cette détermination a également conduit notre organisation à s'engager dans la création de centres d'excellence et de production d'énergie et à aider les États membres à tirer le plus grand parti possible de l'initiative des Nations Unies relative à l'énergie pour tous. Je n'oublierai pas de faire mention de la création d'une monnaie unique et de la prochaine entrée en vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO en tenant compte des spécificités de Cabo Verde. Il va sans dire que les progrès réalisés grâce à la mise en œuvre de ces différents programmes bénéficieront à tous les États membres, y compris la République de Cabo Verde. Dans le cas de ce pays, il s'y ajoute que, en raison des atouts qui sont les siens et dont l'excellente qualité de ses ressources humaines n'est pas le moindre, les 10 programmes sont réellement autant d'opportunités dont l'exploitation facilitera, à l'évidence, l'accélération de son programme de transformation. Partant, une telle exploitation pourrait grandement aider Cabo Verde à passer à moyen terme à la tranche supérieure des pays à revenus intermédiaires. En attendant, le statut de membre de la CEDEAO, ajouté à la confiance qu'il inspire, a déjà permis à ce pays d'être plus visible sur la scène internationale et lui a ainsi facilité la diversification de ses partenariats. Par ailleurs, il y a lieu de savoir que c'est grâce à sa qualité d'État membre de la CEDEAO que la République de Cabo Verde abrite l'une des réalisations phares de la CEDEAO, qu'est le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et l'Institut d'Afrique de l'Ouest, dédié à la promotion de la réflexion politique sur l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. C'est aussi à ce statut qu'elle doit le choix porté sur elle pour accueillir un certain nombre de rencontres internationales de très haut niveau, comme la 6e réunion du Conseil des gouverneurs de la BIDC, la conférence de la CEDEAO sur le trafic de drogue, sanctionnée par l'adoption d'une déclaration et d'un plan d'action de Praia, la table ronde de Praia sur la réforme du secteur de la sécurité en Guinée-Bissau et le sommet entre la CEDEAO et le Brésil. En outre, Cabo Verde a bénéficié de financement de la Commission de la CEDEAO et de la Banque d'investissement et de développement de la communauté pour des programmes de développement sectoriels. Par exemple, la BIDC a, en novembre 2013, accordé une ligne de crédit de 3 millions d'euros à la Novo Banco pour permettre à cette banque publique capverdienne de financer les activités des petites et moyennes entreprises de ses clients. Enfin, Cabo Verde a vu ses nationaux accéder aux postes statutaires de la CEDEAO, que sont ceux de vice-président de la Cour de justice, vice-président du Parlement de la CEDEAO, vice-président du comité d'audit et commissaire en charge des télécommunications et des technologies de l'information. Certes, ce sont là des avantages fort appréciables qui peuvent avoir un impact positif sur les efforts de transformation menés par le gouvernement capverdien. Mais la CEDEAO les considère comme légitimes et est déterminée à faire bénéficier la République de Cabo Verde encore davantage des opportunités induites par l'intégration régionale. Il reste entendu que ce pays devra faire tout ce qui relève de lui pour maximiser les avantages que lui confère cette qualité d'État membre de la CEDEAO, en ayant à l'esprit que ce statut lui permet d'accéder à un marché de plus de 300 millions de consommateurs et peut grandement contribuer à la réalisation de son ambition de devenir un hub et une plateforme internationale pour les services. Il doit aussi dûment tenir compte
de la vision 2020 qui guide la CEDEAO dans la conduite de ses activités et dont l'objectif est de transformer l'organisation en la faisant passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. C'est dans la conviction que les autorités capverdiennes engageront résolument leur pays dans ce sens que je formule à leur intention les propositions ci-après. Développer la coopération entre le secteur bancaire de Cabo Verde et celui des autres pays membres de la CEDEAO, de même qu'entre la Bourse des valeurs de Cabo Verde et celle du Ghana, du Nigeria et de l'UEMOA. Participer effectivement au mécanisme de surveillance multilatérale de la CEDEAO et mettre en place à cette fin le Comité national de coordination, qui est l'un des organes de ce mécanisme. Cibler davantage les autres pays membres de la CEDEAO et leurs citoyens dans la conduite de la politique touristique et l'exportation de poissons en vue de diversifier les rentrées de devises dans le pays. Se préparer à contribuer à la satisfaction des énormes besoins en services maritimes qui existent au sein de la CEDEAO et qui resteront importants, même avec la création et l'exploitation de la compagnie Sea-Link. De ratifier les 30 protocoles de la CEDEAO qui ne sont pas encore entrés dans l'ordre juridique interne de Cabo Verde. Les retombées positives sur le développement de Cabo Verde que visent ces propositions confirmeront clairement que la stagnation n'est point une fatalité. Mieux, elles profiteront à d'autres États membres de la CEDEAO et offriront le cas de Cabo Verde comme un exemple à suivre pour le plus grand bien de notre communauté. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les représentants des partenaires au développement de Cabo Verde, distingués participants, Mesdames et Messieurs, avant de conclure mon propos, je voudrais donner l'assurance que dans le cadre de son mandat, la Commission de la CEDEAO s'investira pleinement aux côtés du gouvernement cabo-verdien pour la réussite de ce forum et l'exploitation diligente de ses résultats. Ce pays le mérite en tant qu'État membre. Il le mérite aussi au regard du courage avec lequel son peuple a refusé le fatalisme et s'est engagé, sous la conduite éclairée de ses dirigeants, à se construire un avenir toujours meilleur. C'est vous dire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous serons aux côtés de la République de Cabo Verde, autant que par le passé, pour l'accompagner dans sa courageuse et ô combien exaltante entreprise de transformation qui doit la conduire à l'excellence et l'y maintenir, ainsi que ses dirigeants en font l'ambition et la détermination. Dans le même esprit, je lance un appel à tous les partenaires au développement de Cabo Verde pour qu'ils apportent tout leur soutien au programme de transformation qui sera issu des présentes assises. Je souhaite que les travaux du deuxième Forum national sur la transformation de Cabo Verde répondent pleinement aux attentes du gouvernement et du peuple de Cabo Verde. Je vous remercie de votre aimable attention. Nós queríamos então agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Comissão da CEDEAO pela sua brilhante exposição, em que começou por fazer uma homenagem ao país, Cabo Verde, saudar os progressos que o país alcançou nos últimos anos, e depois apontou um conjunto de programas
que são oportunidade para Cabo Verde aproveitar para o seu desenvolvimento, não deixando também de apontar algumas situações de benefício do país, já nesta fase, pelo facto de ser membro da CDAO, desde do facto de o país abrigar aqui o Instituto da Integração Económica e também o Centro para Energias Renováveis, o facto de várias conferências de importância internacional serem realizadas aqui. Há outros aspectos muito importantes no domínio do financiamento do desenvolvimento, por exemplo, no que diz respeito ao crédito para o novo banco. E ele chamou a atenção para o facto de essas oportunidades poderem ser muito importantes para Cabo Verde atingir os seus objetivos de desenvolvimento para chegar à segunda metade dos países de rendimento médio, né? Finalmente, ele manifestou aqui a determinação da CDAO de continuar a apoiar Cabo Verde e espera também uma contribuição dinâmica de Cabo Verde no plano da instituição, e também teve a amabilidade de fazer um apelo aos parceiros internacionais de Cabo Verde para apoiarem o nosso país. Obviamente que a agenda de transformação de Cabo Verde não poderia deixar extrínseca a si a questão da integração regional. Para a nossa transformação, para o salto que Cabo Verde quer dar, a integração regional é indiscutivelmente um vetor fundamental e incontornável. Aí nós conseguiremos, de facto, passar da CDO de Estados para a CDO dos povos que tanto almejamos. Porque estaremos a criar novas janelas de oportunidades de negócios, não apenas para os Estados entre si, mas para o próprio cidadão, para os cidadãos do nosso Estado, seja a nível do público, seja a nível do privado. Gostaria de chamar a atenção para 3 questões neste momento. A nível dos APEs, dos Acordos de Parceria Económica Especial e das trocas comerciais, nós temos neste momento na CDO 2 situações distintas. Temos uma situação que se prende com os países menos avançados, que é a maioria, 11, e temos uma outra situação para os países de rendimento médio. E neste grupo temos o Ghana, o Côte d'Ivoire, a Nigéria e Cabo Verde. Sr. Presidente, nós estamos neste momento a negociar os APEs. Há a criação de um fundo especial para acelerar a implementação nos países de condições comerciais para se poder responder positivamente aos desafios comerciais. A minha questão é, não deverá a Comissão e os demais órgãos, depois a Cimeira, etc., e o próprio Parlamento CDO, criar condições específicas de acesso aos fundos para os países que já se encontram na posição de rendimento médio? Porquê? Porque nós estamos num cenário absolutamente distinto. As condições dos países menos avançados têm, neste momento, os acordos considerados tudo menos armas. E os outros 4 não têm essas condições e Cabo Verde faz parte desse grupo. Portanto, seria o momento de se repensar como aceder a esses fundos para esse grupo de 4 países e ajudaria essencialmente na agenda de transformação. Aí acho que Cabo Verde deveria ter, por parte da Comissão e da CDO, uma atenção especial, igualmente com os países a que já fiz referência. Uma segunda questão. Já tenho visitado muitos países, faço parte, sou Presidente da Comissão do Comércio e Livre Circulação de Pessoas e das Alfândegas, e nós fazemos as visitas de estudo e vamos pelas vias terrestres. Há, efetivamente, um mundo em construção para ligar os Estados da CDO, mas, obviamente, nós não podemos desfrutar dessa situação. É preciso, é uma orientação da CDO, já o sei, mas creio que é preciso, e fazendo apelo e juntando-me à questão do Sr. Embaixador, penso que é preciso acelerar a ligação aérea e marítima com Cabo Verde. Se houver efetivamente um forte investimento nas estradas aéreas e marítimas, Cabo Verde poderá ter mais condições para dar o salto que todos nós almejamos, sobretudo tendo em consideração que temos feito
passo a falsa modesta, um trabalho muito bom a nível, particularmente, do setor aéreo. Estaremos, eventualmente, em condições, a par da boa governança, da democracia, etc., de também ser um parceiro ativo dentro da CDAO. Deixo uma última questão, que o Sr. Presidente está a olhar para mim da mesa. Acho que também devemos ter, para além do artigo 56 do Tratado, uma atenção especial no que diz respeito à livre circulação de pessoas e bens. Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada, a seguir convido o Sr. Embaixador António Lima a usar da palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, je voudrais vous dire tout d'abord que j'ai été secrétaire général du fonds de la CEDEAO, à l'époque où c'était un fonds. Et nous avons préparé la transformation en BIDC. Et c'est de cette époque que remontent mes connaissances de la CEDEAO. Et à ce moment-là, nous voyions qu'il y avait beaucoup de dichotomies entre anglophones et francophones. Et moi qui étais lusophone au milieu de tout cela, j'étais secrétaire général du fonds de la CEDEAO. Ça ne m'amusait pas beaucoup d'avoir à gérer les crises et les dissensions entre anglophones et francophones. Mais ce qui est plus important, c'est que la coexistence entre l'UEMOA et la CEDEAO posait parfois certains problèmes. Malgré tout, nous avons beaucoup avancé, et je dirais que c'est à cette époque, au moment où j'étais dans les années 90 à Lomé, que nous avons résolu le problème au niveau des téléphones, par exemple. Autrefois, les Ghanéens, pour téléphoner, devaient passer par Londres, les Dakarois devaient passer par Paris, etc., etc. Et nous avons pu établir un réseau téléphonique qui ont permis aux pays de la CEDEAO de surmonter cette difficulté et d'avoir des liaisons entre eux, ce qui a été un progrès considérable. Maintenant, le fait qu'il y ait les francophones d'un côté et la CEDEAO de l'autre, je me permettrai de vous interroger, est-ce que nous allons vers une intégration à plusieurs vitesses? Parce qu'évidemment, ce serait une intégration qui coûterait beaucoup plus cher, qui serait beaucoup plus dispendieux, mais qui exigerait également beaucoup plus d'efforts au niveau des États membres de la CEDEAO. La deuxième chose qui est un peu complémentaire à celle-ci, c'est la rationalisation, ce qui se passait déjà à l'époque où j'étais là-bas, la rationalisation des organismes internes à la CEDEAO. Est-ce que nous sommes en train de continuer tous ces efforts que nous avions commencé, de rationaliser ces organismes, de diminuer le nombre de ces organismes qui ne faisaient que parfois dupliquer les efforts de chacun et évidemment coûter beaucoup plus cher à chaque État individuellement? Voilà, Monsieur le Président de la Commission, ce que je voulais vous poser. Je vous remercie. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu queria só pedir um pequeno favor às pessoas que pediram a palavra. Vai uma senhora com um papel, que é para que se inscrevam, por favor, não é? Porque eu sei os nomes de alguns, mas não de todos, por isso gostaria de poder contar com o vosso apoio. As pessoas que pediram agora a palavra, que se manifestassem, por favor, para que a senhora os pudesse localizar. Tem alguns nomes aqui. O senhor Embaixador Tolentino tem a seguir a palavra. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission, pour l'exposé assez riche. Permettez-moi de féliciter aussi notre commissaire, votre collègue Jérémy Barreto, et bonne mission, lui souhaiter bonne mission. J'ai deux questions à vous poser, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. Et la première, c'est la suivante. Selon la feuille de route de la CEDEAO, nous aurons une monnaie unique à l'horizon de 2020. C'est dans 6 ans. Tenant compte de la complexité de l'affaire, est-ce que la commission de la CEDEAO a réévalué la situation ou maintient-elle
l'horizon 2020? C'est la première question. La deuxième, c'est que, comme vous le savez, nous avons le protocole concernant la libre circulation, ce qui est une bonne chose, mais le Cap-Vert, comme tous les autres pays d'ailleurs, ont à résoudre une espèce de dilemme. C'est que d'un côté, c'est bien d'avoir la libre circulation, mais c'est la libre circulation vers l'application, l'exercice plein des droits de l'homme. Donc il y a un équilibre à maintenir entre la libre circulation et la capacité pour résoudre le problème de l'exercice des droits de l'homme. Donc la question c'est la suivante. D'après l'évaluation que vous avez faite dans tous les autres 14 pays, qu'est-ce que vous pensez de la politique, enfin de la pratique politique du Cap-Vert par rapport à la libre circulation des citoyens CEDEAO? Merci beaucoup. Muito obrigado. Merci au modérateur. Je vais essayer de répondre à ces 3 séries de questions en attendant de poursuivre. Et par manque de temps, je vais être vraiment très bref dans les réponses pour permettre de gagner du temps. D'abord, les questions de Mme Philomena Martins en ce qui concerne les APE. Il est évident que les pays PMA ont tout sauf les armes et donc n'ont pas besoin d'autre accès au marché, mais les pays à revenus intermédiaires doivent aussi bénéficier de cet accès au marché. D'abord, réponse, leur premier bénéfice, c'est de pouvoir accéder au marché européen parce qu'il est supposé qu'ils ont une plus grande capacité de production que les pays les moins avancés. Donc en fait, l'ouverture du marché européen, c'est à leur avantage et le fait également qu'ils acceptent de désarmer, c'est à leur avantage. Deuxièmement, il faut que nous puissions accompagner ces pays pour une mise à jour de leur capacité de production pour pouvoir exporter. C'est la raison pour laquelle il y a ce que nous appelons le Fonds de développement régional qui va de pair avec les APE. C'est un fonds qui sera à la disposition de notre région pour financer des projets structurants dans les États membres pour améliorer notre compétitivité. C'est dans le cadre de ce fonds que ces pays pourront bénéficier. Il y aura un comité directeur composé de membres de notre région qui va essayer de distribuer un peu les financements. Et c'est à ce stade-là que les arbitrages seront faits et que peut-être on pourra avoir un accent sur les pays à revenus intermédiaires. Vous avez raison, pour les connexions, nous avons des difficultés, notamment le transport aérien. Nous avons fait ce constat. C'est la raison pour laquelle nous avons soumis un dossier à la 43e session des chefs d'État qui s'est tenue en juillet 2013 à Abuja. Nous leur avons dit, écoutez, la situation des connexions en transport aérien dans notre région n'est pas acceptable. Nous sommes la région d'Afrique où il est le plus difficile de voyager par air. Et il faut que nous remédions à cette situation. Eh bien, nous avons proposé que les chefs d'État s'impliquent et ils ont désigné le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire pour nous aider à avancer dans le programme de transport aérien. Il a présenté une feuille de route au dernier sommet de Yamoussoukro que nous sommes en train de mettre en œuvre, qui concerne des actions en direction des compagnies aériennes elles-mêmes, mais aussi des actions en direction des États pour qu'ils puissent libéraliser ce secteur et favoriser une plus grande concurrence des compagnies aériennes. Je n'oublie pas naturellement la connexion maritime que j'ai mentionnée tout à l'heure et qui est d'un intérêt vital pour le Cap-Vert. Nous sommes en train d'y travailler activement. Pour la libre circulation des personnes et des biens, vous dites de ne pas oublier ce secteur. Il est important, pour moi, il est le fondement même de notre communauté. Il n'y a pas de communauté s'il n'y a pas de libre circulation des personnes et des biens. C'est pour ça que nous mettons un accent particulier à obtenir l'application de tous les protocoles signés par la CEDEAO en matière de libre circulation des personnes et des biens.
L'ambassadeur Antonio Limati, et je salue votre contribution à l'avancée de la CEDEAO, je crois que vous l'avez servi à un moment où moi-même j'y étais dans le cadre d'une autre fonction, et je vous remercie de la remarque judicieuse que vous venez de faire. Pour répondre à votre question succinctement, je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas avoir une intégration à deux vitesses. Les chefs d'État ont résolu ce problème dans la révision du traité de la CEDEAO de 1993, où ils ont mentionné que, à terme, la CEDEAO sera l'unique et la seule communauté d'intégration en Afrique de l'Ouest. Eh bien, nous nous en tenons à cette décision et nous coordonnons nos actions avec l'UEMOA pour permettre d'arriver à cet objectif. L'UEMOA est elle-même consciente que son existence est due simplement à l'existence d'une monnaie commune. Lorsque nous irons sur une monnaie commune CEDEAO, dès lors, l'existence de l'UEMOA ne se justifiera plus comme il le fait actuellement. Mais nous coordonnons nos efforts avec l'UEMOA pour faire en sorte qu'en Afrique de l'Ouest, il y ait un seul programme d'intégration et qu'il y ait un seul interlocuteur. C'est comme ça que nous travaillons donc avec l'UEMOA. Pour la rationalisation des ONG, cet objectif est toujours d'actualité et en cours de mise en œuvre. Vous avez dû entendre parler qu'une organisation comme le SILS va être transformée en institution spécialisée de la CEDEAO. Et nous avons signé avec toutes les organisations intergouvernementales de l'Afrique de l'Ouest un mémorandum qui rationalise leurs actions et les place dans le sillage de la CEDEAO. Donc cette rationalisation est en cours et vraiment la coordination est bien assurée actuellement. Enfin, l'ambassadeur Tolentino pose la question de la monnaie commune. C'est vrai, nous avions pour objectif d'avoir la monnaie unique à l'horizon 2020 par la création de ce que nous appelons deux zones monétaires qui vont fusionner en 2020. Les pays de l'UEMOA ont déjà le franc CFA, donc ils ont une zone monétaire. L'idée était de regrouper les 7 autres pays dans une deuxième zone monétaire et les deux zones monétaires vont fusionner en 2020 pour faire une zone monétaire unique. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de retard et de difficultés dans la création de la deuxième zone monétaire, notamment parce que les pays concernés n'ont pas encore suffisamment atteint un degré de convergence de leur économie pour constituer une zone monétaire. Tirant ces leçons, nous avons alerté les chefs d'État et de gouvernement l'an passé à Abuja et ils ont bien voulu accepter là également de s'impliquer. Ils ont choisi le président Mahamadou Issoufou du Niger et le président John Dramani Mahama du Ghana pour se pencher sur cet important programme et aider la communauté à avancer. Nous avons tenu une réunion de tous les techniciens, des gouverneurs des banques centrales, des ministres des Finances en février de cette année à Niamey et nous avons rendu compte aux deux présidents ensemble à Niamey. L'analyse qui a été faite est que nous avons mis beaucoup de retard à créer la deuxième zone et que finalement nous ne serons pas en mesure de créer cette deuxième zone le 1er janvier 2015 comme c'était stipulé et les chefs d'État ont convenu, après avoir analysé le dossier, de repartir sur une autre approche. De dire, au lieu de chercher à faire deux zones monétaires qui vont fusionner en 2020, cherchons d'abord à obtenir une convergence suffisante des économies d'ici l'horizon 2020. Et nous verrons si nous sommes à même en 2020 de créer cette monnaie unique. Eh bien, nous allons dessiner un nouveau chronogramme pour atteindre cet objectif. Mais ils ont maintenu l'horizon 2020 en estimant que c'est une question de volonté politique. Il suffit simplement que dans les objectifs à atteindre, on dise clairement ce que chaque État doit entreprendre pour nous permettre d'arriver à cet objectif de 2020. Donc oui, l'horizon de 2020 est maintenu, mais l'approche a changé et une nouvelle feuille de route est en cours de préparation par les gouverneurs des banques centrales. Votre deuxième question concerne la libre circulation des personnes et des biens. Oui, il y a un dilemme entre effectivement la libéralisation de la circulation et la situation des droits de l'homme et j'ajouterai aussi les situations de la sécurité. Parce que autant vous ouvrez les frontières, vous ouvrez aussi les frontières pour la criminalité. Donc il faut pouvoir ouvrir en contrôlant non seulement le nécessaire respect des droits humains, mais également le respect des conditions de sécurité. C'est la raison pour laquelle nous avons révisé le protocole sur la libre circulation des personnes pour le rendre plus simple et le dossier est actuellement sur la table des États. Nous verrons bien ce qu'ils vont adopter comme mesure pour simplifier. Nous avons estimé que pour, par exemple, résoudre le problème d'insécurité, étant entendu qu'il n'y a plus de visa, que nous puissions instaurer une carte d'identité biométrique pour tous les citoyens de la CEDEAO.
qui serait lu automatiquement au passage d'une frontière et qui dispenserait donc d'avoir à remplir des papiers et qui donnerait aux services de sécurité de chaque État les informations nécessaires sur qui entre et qui sort de son territoire pour facilitant ainsi le mouvement. Et nous avons proposé de supprimer la carte de résident et les permis de séjour. Mais comme je vous l'ai dit, ces recommandations sont sur la table des chefs d'État et ils trancheront lors de leur prochain sommet sur ces améliorations que nous préconisons. Pour ce qui concerne la position du Cap-Vert, nous n'avons pas à nous plaindre. Nous demandons simplement que le Cap-Vert accélère le processus de mise en circulation du passeport CEDEAO. Nous avons maintenant ce passeport qui est appliqué dans 14 des 15 États membres de notre communauté. Nous pensons que très bientôt, le Cap-Vert prendra les dispositions pour rejoindre donc les autres pays pour que nous puissions réaliser cette ambition phare de la CEDEAO qui est de faire des citoyens de notre communauté des citoyens d'un même espace, bénéficiant d'un même passeport et circulant librement à l'intérieur de cet espace. Merci. Obrigado. Temos mais alguns inscritos. Temos também uma pressão muito forte do tempo. Peço a vossa compreensão para que as respostas não ultrapassem, por favor, os 2 minutos. O Sr. Lopes. Onde é que está, por favor, Sr. Lopes? Lá em cima. Lá em cima, por favor. Micro. Não há ninguém lá em cima. Então vamos passar a palavra de imediato a uma pessoa que está mais perto. A senhora... já está. Muito bem. Tenha bondade. Muito boa tarde. Seja breve, por favor. Sim, vou ser. Muito boa tarde. Obrigada por essa oportunidade que nos dão para trazer também a voz de Santo Antão a esse fórum. Eu estou aqui na qualidade de presidente de uma instituição de microfinanças de caráter regional, tanto da Ilha de Santo Antão, e eu gostaria de colocar uma questão ao Sr. Presidente da Comissão da CEDEAO. Essa questão é também no sentido da discriminação positiva em relação ao micro. Ouviu-se aqui de que a nível da CEDEAO, a nível macro, financiou ao novo banco de nível meso financiamento para atividades de crédito. Eu aqui, tendo em conta que a nível de Cabo Verde tem cerca de 36% de pessoas que são excluídas do sistema bancário, portanto significa que há um espaço enorme para as instituições de microfinança a nível de Cabo Verde. Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se haverá no futuro discriminação positiva a favor das instituições de microfinanças também de Cabo Verde, um pouco elencado a FAMEF, que é a instituição, que é a Federação Nacional, e através da AFMI, que é a instituição de caráter regional, onde a FAMEF se encontra também inscrita. Portanto, muito obrigado. Obrigado. Je vais commencer en vous félicitant pour la présentation que vous avez faite. Je dois vous dire que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit entre hier et aujourd'hui. Mais j'aimerais renforcer ce que les personnes qui ont parlé avant moi sur ce fait. Hier, j'ai participé à un workshop sur le développement entrepreneurial et de l'économie, du secteur privé. Et je dois vous dire que j'ai eu peur, parce que je m'attendais à avoir des réponses, dans le sens où je m'attendais à ce qu'on me dise d'ici 2030, le pays allait embaucher tant
de personnes. Et malheureusement, je n'ai pas eu ces réponses. Alors, je dois dire ce matin que j'ai participé à un autre workshop sur le développement des nouvelles technologies. Aproxime o micro, por favor, da boca. Sur le développement des nouvelles technologies et la transformation. Et je dois vous dire que j'étais super contente parce que j'étais avec des visionnaires. Mais j'ai remarqué que le problème, et que nous savons tous, qui est le nerf de la guerre, c'est l'argent, le financement de ces projets. C'est pour ça que j'aimerais vous demander d'être la voix, si possible, de ce pays, mon pays, auprès de la Commission, pour que le pays puisse avoir accès non seulement au niveau du transport, mais aussi des autres secteurs phares de l'économie. Et ma dernière question... Pode concluir, por favor, sim. Oui, ma dernière question, elle est plus générale. C'est concernant les conflits en Afrique. J'ai l'impression que nos pays africains n'apprennent pas de leur passé. Et à chaque fois, il y a des commissions par-ci, il y a des ONG par-ci, mais à chaque fois, on est obligé de faire appel aux États-Unis, à la France et aux autres pays pour venir régler nos problèmes à nous en Afrique. Jusqu'à quand? Merci. La communauté, un des principes bases qui ont été à l'origine de la création de la CEDEAO, c'est de promouvoir et de faciliter la circulation des personnes et des biens. Et dans ce cadre, le secteur privé a une responsabilité particulière. Vous avez bien dit dans votre exposé, et je vous cite, le secteur privé qui va être le moteur principal de la croissance. Or, étant donné l'insularité du Cap-Vert, le secteur privé capverdien reste coincé dans nos îles avec très peu de contacts auprès du secteur privé des autres pays membres de la CEDEAO, ce qui constitue un facteur de blocage pour les échanges. Dans ce sens, ma question est de savoir s'il existe au niveau de la communauté un programme d'appui au secteur privé dont la Chambre de commerce pourrait profiter pour encourager les privés capverdiens à mieux connaître les autres pays de la région ouest africaine. Merci. Je voudrais poser une question, une préoccupation concernant l'investissement agricole dans nos États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a 4 ans, j'ai participé dans plusieurs rencontres au continent sur l'élaboration des plans nationaux d'investissement agricole que la CEDEAO avait demandé aux États de les préparer. Il y a des États qui ont penché sur la production du riz, d'autres sur l'arachide, d'autres sur les horticultures, d'autres sur la viande. Et nous, au Cap-Vert, on a dit, voilà, nous, on va préparer nos projets sur la mobilisation de l'eau, que c'est notre grand problème, numéro 1. Mais ma frustration, c'est devenu dans le sens que nous avons durement travaillé au ministère, nous avons préparé nos plans, nos projets pour la CEDEAO, mais à la fin, on n'a pas été sélectionné pour les financements. On a dû, le gouvernement a pu diriger à d'autres partenaires pour pouvoir construire quelques barrages, mobiliser de l'eau et d'autres projets dans le domaine agricole. Ma question que je vous pose, où nous en sommes avec ces plans nationaux d'investissement agricole? Est-ce que le Cap-Vert, par exemple, maintenant,
elle a la possibilité de bénéficier des investissements qui certainement seront mobilisés et sont mobilisés pour les différents États de la région pour exécuter ces plans de mobilisation du lot et d'autres projets liés à l'agriculture. Merci. Merci. Comme le modérateur me rappelle qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, pardonnez-moi si je n'entre pas dans le détail des réponses, mais je voudrais m'adresser d'abord à la première question du directeur général de l'Institut des microfinances pour dire qu'en matière de discrimination positive pour les institutions de microfinance, nous, au niveau régional, nous ne pouvons que agir par l'intermédiaire des États. Nous ne descendons pas jusque dans les détails. C'est la raison pour laquelle nous préférons accorder une ligne de crédit aux institutions nationales à charge pour elles qui connaissent bien les institutions nationales de pouvoir les faire bénéficier de leur financement. Donc notre travail se fait en coordination avec les banques nationales pour leur donner les moyens suffisants pour maintenant financer les petits projets. En ce qui concerne les grands projets d'infrastructure, là, notre banque d'investissement et de développement est là pour les analyser et pour y répondre. En ce qui concerne les questions de Mme Irondima, en ce qui concerne d'abord sa déception qu'on n'ait pas pu dire d'ici 2030 combien de personnes on va embaucher, je crois que la résolution du problème de l'emploi est suspendue au problème de la croissance économique. Il nous faut assurer la croissance économique si nous voulons créer des emplois. Donc pour que nous puissions avoir tant d'emplois, il faut que d'abord nous voyions quels investissements nous allons promouvoir, quelle croissance économique nous avons besoin. Et je crois que c'est tout l'objet de ce forum et je souhaite qu'il aboutisse à des propositions qui nous permettent de promouvoir et de protéger l'emploi. Alors en ce qui concerne le problème des moyens financiers, elle demande d'être la voie du Cap-Vert pour pouvoir bénéficier de financements adéquats pour ces programmes de développement. Je suis déjà convaincu et je plaiderai toujours pour un appui au Cap-Vert dans ses efforts de développement. Et ma présence aujourd'hui, c'est juste pour venir traduire l'appui et la solidarité de la CEDEAO à ce pays et dire que nous ne manquerons aucun effort pour soutenir le Cap-Vert dans ses efforts de développement et notamment dans le financement de son développement à travers la Banque de développement et d'investissement de notre communauté. La question sur les conflits en Afrique. Oui, nous avons été obligés ces dernières années de faire appel à des puissances extra-régionales pour régler un certain nombre de conflits que nous avions sur notre territoire. Nous sommes conscients que c'est un travail que nous devrions faire nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une force en attente de la CEDEAO qui est actuellement opérationnelle, puisque c'est elle qui a envoyé au Mali plus de 4000 hommes. Et elle a envoyé actuellement en Guinée-Bissau, nous avons 679 hommes en Guinée-Bissau. Donc c'est dire que déjà, les pays de la CEDEAO font un effort énorme en matière de maintien de la paix par l'envoi de leurs troupes. Mais il est évident que dans des cas particuliers qui demandent des moyens importants, notre région n'a pas encore ses capacités ni ses moyens. Et ce sont dans ces cas que nous faisons appel à la communauté internationale, à tous les partenaires, sachant que les crises que nous avons vécues ne sont pas seulement un danger pour la CEDEAO, elles étaient un danger pour la communauté internationale. Mais comment voulez-vous demander à des pays qui luttent pour leur développement économique d'investir la moitié de leur budget dans des achats d'armes et d'équipements si un pays de la CEDEAO s'était avisé à acheter une aviation pour pouvoir intervenir au nord du Mali, pour pouvoir projeter ces hommes sur 2000 km de leur base, eh bien, on nous critiquerait de consacrer nos maigres moyens aux dépenses d'équipement et d'armement au détriment du développement. Aucun de nos pays n'avait cette orientation d'avoir une projection de ses troupes hors de ses frontières. Nos armées sont des frontières de défense nationale, de défense du territoire. Quand il y a une situation comme cela, nous sommes obligés de faire recours aux moyens logistiques et d'intervention d'autres pays de la communauté internationale en attendant le moment où nous aurons les capacités d'intervenir. Mais pour le moment, je voudrais rendre hommage à ce que les pays de la CEDEAO ont fait pour leur intervention du Mali, malgré les moyens que nous savons qui sont limités. Ils ont fait de leur mieux et jusqu'à présent, les 6000 hommes de la MINUSMA qui sont au Mali sont à 90% des troupes de la CEDEAO. Et donc, il nous faut rendre hommage à leurs efforts tout en reconnaissant nos limites
et en travaillant à renforcer notre force en attente, comme nous avons d'ailleurs reçu l'instruction. Donc nous travaillons activement avec l'Union africaine pour que nous puissions atteindre cet objectif. Et vous savez que l'Union africaine a mis en place le concept de force de réaction rapide que nous sommes en train d'examiner avec eux pour permettre, sur la base d'un volontariat de quelques pays africains, de pouvoir faire face aux situations d'urgence telles que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Enfin, la question de M. Delgado, le député, sur la libre circulation et le rôle du secteur privé. Oui, le secteur privé est le moteur de la croissance. Et nous devons donc appuyer ce secteur privé pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle. C'est la raison pour laquelle nous estimons que nous devons promouvoir non seulement un marché libre de tous les obstacles, pour aider le secteur privé dans ses démarches, essayer d'éliminer les barrières non tarifaires et, à plus de ça, apporter les financements nécessaires au secteur privé. C'est pour ça que nous voulons renforcer la Banque d'investissement et de développement de la communauté et nous avons déjà décidé de transférer annuellement une partie du prélèvement communautaire vers la Banque de développement et d'investissement pour lui permettre d'agir plus en profondeur en faveur du secteur privé. Et enfin, le député Vega a posé donc la question des programmes nationaux d'investissement agricole, qui sont une partie intégrante de notre politique agricole commune. Nous avons assisté les États à mettre en place ces programmes nationaux d'investissement agricole. Le problème maintenant reste à les financer. La CEDEAO n'est pas une institution financière, bien entendu. Nous avons simplement notre arme qui est la Banque de développement et d'investissement de la communauté, qui ne peut pas tout financer. Mais nous travaillons à la mobilisation de tous nos partenaires, que ce soit la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, avec lesquels nous avons un partenariat avancé pour les amener à nous appuyer sur le financement des programmes nationaux d'investissement agricole. Je dois dire que nous continuons nos efforts avec les États pour permettre donc un financement à ces programmes nationaux d'investissement agricole et nous renforçons progressivement la Banque de développement et d'investissement pour lui permettre de jouer un rôle plus actif dans le financement de ces programmes. Voilà, monsieur le modérateur, ce que je voulais dire succinctement en réponse aux questions qui ont été soulevées. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour leur intérêt pour l'intégration régionale et leurs questions pertinentes. Para esta troca de ideias sobre questões atuais que têm a ver com a construção do projeto de integração, foram colocadas várias questões relacionadas com o tratamento especial a dar a determinados países, designadamente a Cabo Verde enquanto Estado insular, questões ligadas às negociações das parcerias económicas, domínios prioritários de ação, questão ligada à livre circulação de pessoas e de bens, ao livre estabelecimento e também à segurança, questões ligadas à aplicação de protocolos, a questão também do fundo para a implementação das parcerias económicas, dos acordos de parceria económica, a questão da moeda única e das zonas económicas e monetárias, a questão das pescas, o programa de apoio ao setor privado e programas de apoio à agricultura. Eu creio que com a presença do nosso ilustre convidado, o Presidente da Comissão da CEDEAO, chegamos a dar um passo muito importante na aproximação das instituições da CEDEAO do povo da comunidade. Portanto, essa visita foi muito bem-vinda, precisamente para encorajar a ideia de transformar a CEDEAO de comunidade dos Estados em comunidade dos povos. Muito obrigado pela vossa participação, muito rica e que nos fez atingir, portanto, plenamente os objetivos.